s'appelle aussi l'œuf Je aussi. zoome en fait à l'intérieur Si de je la zoome, salive. en fait, à l'intérieur de la salive, vous ne voyez pas comme ça l'œil nu, mais il y a plein de cellules. Dans vos cellules, en fait, Et dans vos cellules, en fait, l'ADN, il est contenu dans le noyau. c'est généralement 6 à 10 personnes qui viennent expérimenter pendant 3 jours, réaliser des expériences en lien avec leur maladie pour comprendre à la fois les mécanismes déréglés dans leur maladie et comprendre aussi l'échelle de temps de la recherche qui est compliquée à comprendre quand on n'est pas baigné dans le milieu scientifique. La première journée, l'idée c'était de donner des clés de compréhension sur le système immunitaire, comprendre la fonction du système immunitaire, quels sont les acteurs qui entrent en jeu dans la réponse du système immunitaire, et puis aussi comprendre ce qu'est l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique, notamment dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tout à fait en fin de journée, on abordait les biothérapies, comprendre de quoi sont composées les biothérapies et surtout ce que ça cible. La journée de demain sont des différents experts qui interviennent, des médecins, alors gastro, dermatologues, rhumatologues, et puis un médecin, un interniste, qui vont discuter plus des traitements, des effets secondaires, des aspects plus cliniques de la maladie qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. Bonsoir. Alors, nous sommes en direct pour ce ciné-club consacré non seulement aux biothérapies, mais sur le pendant biosimilaire. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Alors, petite leçon de technique avant de commencer ce ciné-club et le débat. D'abord, je me présente, je m'appelle Alain Olympier, je suis le directeur de l'AFA, Crohn RCH France. Donc, la petite fiche technique va vous apparaître. Alors, vous verrez sur la droite de votre écran, vous avez un chat et des questions. Si vous voulez poser des questions aux intervenants, alors vous avez un petit peu de temps. En principe, vous avez vu tous le film. Vous n'hésitez pas. Il y a le chat où vous pouvez échanger avec les internautes, dire bonsoir, bonjour, etc., comme maintenant. Et puis, vous avez l'onglet questions qui est juste à côté, qui doit être réservé aux questions. Ne mettez pas votre question sur le chat. Mettez les questions dans questions, comme vous voyez sur l'onglet. Il n'y aura pas de sondage ce soir, c'est-à-dire des petites interrogations. Les questions, si vous voyez que d'autres personnes posent des questions la même que vous, vous appuyez, vous pouvez voter sur la question et dont les questions les plus votées, si j'ose dire, remonteront en tête, donc seront assurées d'avoir une réponse. Si on n'a pas le temps ce soir, dans cette heure qui va être consacrée à ce film, à Explique-moi les biosimilaires, n'hésitez pas à nous rappeler à la fin et donc on répondra à toutes ces questions. Et puis il y a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition dans le film. Alors, pourquoi cette soirée? C'est une soirée de lancement d'un film qui s'appelle Explique-moi les biosimilaires et qui fait suite à un autre film dont vous avez vu le teaser qui s'appelle Explique-moi les biothérapies qu'on avait tourné il y a quelques années. Et avec l'arrivée des biosimilaires, justement des biothérapies, on a fait une suite. Donc, à partir de vos questions. Et cette suite, ça a été exactement le même process que tous ces films de la série Explique-moi les biosimilaires. Vous avez peut-être vu Explique-moi la vaccination, les essais cliniques, le microbiote qui ont été tournés avec l'expertise de tous chercheurs. Et donc, on a eu exactement la même formation de patients. Et pour ça, cette collaboration avec tous chercheurs, donc qui a donné lieu à ce film qui sont plutôt là des paroles d'experts, après les paroles de patients. Donc, je vais interroger, je reçois donc ce soir, j'aurai 3 invités. J'aurai Marion Mathieu, qui est la responsable de tous chercheurs, qui va intervenir maintenant. Ensuite, on accueillera Irène Picot, qui est pharmacienne biologiste de formation, qui est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique et membre du bureau de la FPRIC, qui est l'association française des polyarthritiques, donc qui est également intervenante dans ce film. Et enfin, nous aurons le professeur Xavier Tréton, donc qui est gastro-entérologue au CHU Beaujon à Clichy. Merci à tous les 3 d'être présents. Donc tout de suite, Marion, Marion Mathieu,
quel est un petit peu, racontez-nous d'abord l'association Tous Chercheurs. C'est quoi votre ADN et qu'est-ce que vous voulez à travers justement ces films, explique-moi, etc. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter justement dans l'éclairage de la science pour les patients? Alors, bonsoir à tous. Alors déjà, toutes mes excuses, j'ai un souci de caméra ce soir, mais du coup, vous avez vu ma tête dans le film. Tous Chercheurs, c'est une association qui a été créée et qui est animée par des scientifiques, des chercheurs en biologie. Et l'idée, en fait, on travaille avec différents publics, mais notamment les membres d'associations de malades. Et l'idée, c'est de proposer des formations en biologie pour des patients ou des proches aidants atteints de maladies chroniques, avec ce qu'on essaye, c'est vraiment de mettre les participants dans la peau d'un chercheur et de proposer au moins en partie, une partie du stage, en fait, de leur proposer de faire des expériences de biologie pour vraiment être en immersion dans le milieu de la recherche. L'idée de ces formations, c'est vraiment de donner des outils aux participants pour mieux comprendre, en fait, avoir des clés de compréhension sur un thème donné. Et ce qu'on aime vraiment, nous, c'est de monter des formations, les formations qu'on a montées avec vous en partenariat avec l'AFA, c'est de monter des formations sur des thèmes qui émanent directement de demandes de la part des malades. Donc, on propose des formations qui essayent de répondre aux questionnements des malades. Ce qui fait que du coup, moi, en amont de ces formations, et notamment avec vous aussi, on essaye de demander aux participants leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitent voir abordé pendant le stage pour adapter au mieux le contenu de ces formations aux besoins des malades. Et puis, ce que j'aime bien aussi faire pendant les formations, c'est faire une évaluation au début et à la fin du stage, pour voir déjà qu'est-ce qui a été bien compris, ce qui nous permet, nous, de nous améliorer. Et puis, si on propose d'autres sessions, d'être au plus proche, en fait, des besoins et des attentes des participants. Donc là, cette formation Explique-moi les biosimilaires, c'était vraiment une suite, une prolongation d'une formation Explique-moi les biothérapies qu'on avait montée il y a quelques années, parce qu'il y avait des nouvelles questions qui étaient soulevées, qui émanaient avec l'arrivée de ces biosimilaires et du coup, on ressentait un besoin en fait de monter cette formation. Quand on est intervenant, il ne faut pas oublier de remettre les micros. Donc, il y a des fois, effectivement, moi-même, je couperai, vous ne m'entendrez pas. Merci Marion Mathieu. En tout cas, est-ce que vous avez eu des retours justement des patients suite à cette formation? Comment vous avez évolué un peu les connaissances, etc. Est-ce que vous avez quelques paroles de patients? Alors, on a des retours à la fois sur… moi, ce que j'ai évalué, déjà, c'est certains termes, par exemple, le biosimilaire, biothérapie, avec j'ai jamais entendu ce terme-là, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas bien le définir, je suis capable de le comprendre ou de l'expliquer à d'autres. Donc, on voit une évolution, en fait, de compréhension et de maîtrise des concepts. Mais j'ai aussi, ce qui est important, en fait, pour moi, c'est des retours de stagiaires qui sont venus en formation et qui me disent ils se sentent plus à l'aise de l'expliquer, par exemple, à d'autres membres de l'association. Il y en a qui font des permanences au sein d'hôpitaux et qui ont des questionnements de patients tout venant, en fait, et qui me disent se sentir plus à l'aise après la formation pour l'expliquer à d'autres patients ou d'être plus capable en fait de prendre des décisions ou de discuter avec des spécialistes. Donc c'est des retours que j'ai souvent en fait. Ça aide aussi les stagiaires à mieux dialoguer avec les spécialistes en fait et d'aborder certaines questions qu'ils n'oseraient pas en fait poser avant la formation. Il y a notamment tout ce jargon scientifique qui est compliqué. Et en début de formation, j'ai des participants qui me disent que généralement, ils n'osent pas poser des questions à leurs spécialistes parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre les réponses en fait. Ouais, c'est vrai que dans les biosimilaires, il y a un certain nombre de mots, du jargon, effectivement, on reviendra sur ces mots au cours de la soirée. Donc, merci Marion Mathieu, en tout cas. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations pour des suites de cette série de films. Explique-moi tout ce qu'on veut. En tout cas, le champ est avec grand plaisir. Je précise que vous avez des formations toute l'année pour différents organismes et que, enfin, quand on sera déconfiné en d'autres périodes, et que vous organisez, en tout cas, tous chercheurs organisent toute l'année des formations comme ça. Je dirais, pour faire court, de vulgarisation et d'accès, en tout cas, à la science. Et merci pour ça. Donc, on va
passer dans le vif des questions. Alors, j'ai préparé le temps que vous votiez pour les questions. Il y en a déjà un certain nombre. Donc, quelques petites questions. On va commencer d'abord à vous préciser, mais pourquoi l'AFA est particulièrement actif dans le champ, en tout cas d'être plus clair concernant les biosimilaires. C'est vrai qu'on a fait pas mal de lobbying suite à l'arrivée des biosimilaires pour qu'il y ait vraiment une garantie sur le bon usage de ces biosimilaires dès sa prescription et dans le suivi, et qu'on ne soit pas sur le seul intérêt économique. On y reviendra et c'est largement parler dans le film, on évoque cet intérêt économique qui n'est pas négligeable effectivement et qui est une bonne raison, mais l'intérêt du patient doit passer avant justement cet intérêt économique. Et l'AFA, votre association, tout comme l'AFPERIC et toutes les autres associations qui sont utilisatrices des biothérapies, ont été particulièrement actifs pour vous garantir en tout cas un bon usage et un bon suivi de ces biosimilaires. Donc aujourd'hui, Xavier Tréton, justement, est-ce que vous pouvez rappeler les quelques messages clés qui sont dans le film pour ceux qui auront un petit peu rapidement regardé le film? Alors, Xavier va être… Les problèmes du direct, c'est effectivement la déconnexion. Donc, Xavier Tréton va arriver. Voilà, il va bon. En attendant, peut-être Irène Picot, je rappelle, hein, vous êtes à la fois… Ah, Xavier. Voilà. Xavier est revenu. Ouais, désolé, juste au moment où vous m'avez posé la question, ça a coupé. Alors, je repose la question, quels sont les messages clés, Xavier Tréton? Ah oui, alors déjà, en préambule, merci beaucoup pour l'invitation. Et je voulais remercier aussi Marion parce que j'ai participé à son atelier. J'ai trouvé qu'aussi, même pour les médecins, c'est extrêmement important d'avoir ces temps d'échange. Et en fait, ça nous fait réfléchir sur le discours qu'on tient et ça remet de l'humilité. Et je trouve que c'est vraiment très enrichissant côté médecin aussi. Donc, du coup, je l'ai conseillé à pas mal. Alors, les biosimilaires. En fait, ça fait quelques années qu'on a ces nouveaux médicaments ou ces nouvelles façons de prescrire des médicaments qu'on prescrivait avant. Et donc, c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'interrogations tant du côté médical que du côté patient, avec la première crainte qui est de dire « je vais prescrire un médicament qui est moins cher, est-il aussi efficace, est-il aussi performant, est-il aussi sûr ?» Et donc, toutes ces questions-là étaient des questions légitimes et elles étaient d'autant plus légitimes qu'en France, on avait un peu subi l'échec des génériques et qu'on a inconsciemment assimilé ce qui était un biosimilaire à peut-être ce qui était un générique, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'on va y revenir. Et donc maintenant, avec le recul et les études dont on dispose, on est absolument persuadé, et c'est des données qui sont extrêmement solides, extrêmement validées, que sur le plan de l'efficacité d'un biosimilaire, elle est exactement comparable avec son médicament Princeps, c'est-à-dire le médicament qui a été commercialisé initialement, que sur la tolérance en termes d'effets secondaires, que ce soit le risque d'infection, le risque d'effets indésirables, le risque d'immunisation, il n'y a pas de différence entre le médicament Princeps et ses biosimilaires, que sur le process de fabrication, ça suit les mêmes étapes de fabrication et de contrôle, et que FIL porte surtout sur qu'est-ce que ça implique en termes de changement de qualité de vie, d'utilisation du médicament, en changeant d'un médicament avec une formulation, un nom, un stylo auquel on s'était habitué. Et c'est surtout ces habitudes de vie que ça impacte plus que l'efficacité ou les effets secondaires. Donc là, ces questions, elles sont maintenant balayées. Il n'y a plus vraiment de sujet scientifique. Par contre, c'est un changement important pour le patient qui va recevoir ces médicaments et s'il a déjà été habitué à utiliser le médicament initial d'origine. Et donc, ça nécessite du dialogue, ça nécessite de l'explication. Et bien évidemment, rien aujourd'hui n'impose d'utiliser ou de changer un traitement s'il n'y a pas une adhésion complète de la part du patient à ce projet. Et donc, ça nécessite du dialogue. Et donc, c'est ce qu'on fait ce soir et je suis très content d'y participer.
D'accord. Irène Picot, justement, est-ce que vous pouvez, en tant que pharmacienne biologiste de formation, je rappelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ces études, rentrer un petit peu plus dans le détail? Xavier Tréton a dit que c'était nécessaire, ces études, justement, par rapport au générique. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Alors, avant d'expliquer ce qui différencie les études d'un biosimilaire par rapport à sa molécule d'origine, ce qu'on appelle la molécule princeps, et par rapport à un générique et sa propre molécule d'origine, je vais revenir sur ce qui est identique en fait. Donc, dans le développement d'un médicament, quel qu'il soit, à partir du moment où le laboratoire a une molécule d'intérêt, il va déposer un brevet qui va protéger cette molécule pendant 20 ans et va donner au laboratoire l'exclusivité de cette molécule. Pendant ces 20 années, il va y avoir une dizaine d'années, que ce soit pour une molécule de synthèse ou pour une molécule biologique, il va y avoir 10 années à peu près qui vont être consacrées à la recherche et au développement, c'est-à-dire en particulier aux études précliniques et cliniques. Ce qui fait que sur les 20 ans de brevet, il reste en gros une dizaine d'années pour la commercialisation de la molécule. Donc, ça veut dire que c'est ces 10 années pendant lesquelles le laboratoire va rentabiliser en fait l'investissement qui a été fait pendant les 10 années précédentes. Ça, c'est valable pour tous les médicaments. Et donc, à l'issue de ces 20 années de brevet, le brevet donc, arrive à échéance et il y a perte de l'exclusivité de la molécule pour le laboratoire qui a commercialisé la molécule d'origine. Et c'est là où il va y avoir une différence. Donc, un médicament synthétique, c'est une petite molécule qui est facile à fabriquer sur des chaînes de fabrication, on va dire des usines finalement, qui vont toujours fabriquer le même médicament de la même manière. Donc, finalement, un générique, qu'est-ce que c'est par rapport à la molécule d'origine? C'est un médicament donc, qui contient la même molécule en termes de qualité, donc la même molécule exactement, en termes de dosage aussi et en termes de présentation. Donc le générique, c'est ça par rapport à la molécule d'origine. La différence, principalement, ça va être les excipients. Voilà. Donc ce qui fait que pour commercialiser un générique, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, va nécessiter simplement, si je puis dire, la production d'un dossier bibliographique dans lequel le laboratoire du générique va devoir montrer que son médicament va avoir les mêmes qualités, que la molécule aura les mêmes propriétés physico-chimiques, qu'elle aura la même efficacité, la même sécurité que le médicament d'origine, et il y aura en complément de ce dossier bibliographique, une étude qu'on appelle de bioéquivalence et non pas de biosimilarité. Donc, de bioéquivalence, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va administrer le générique chez l'homme et on va vérifier, on va comparer en fait le comportement du médicament et de la molécule en particulier dans le corps, dans l'organisme, et on va comparer qu'il se comporte de manière équivalente à la molécule princeps. Voilà, donc ça veut dire qu'on va regarder qu'une fois qu'il a été administré, le générique, eh bien, la concentration sanguine va être la même à un instant donné, en fait. En gros, c'est à peu près ça. Et que donc, à un temps donné, la quantité de molécules qui est présente dans l'organisme est la même pour le générique que pour le médicament d'origine. Donc ça, c'est pour les génériques. Pour les biomédicaments, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un biomédicament, ce n'est pas fabriqué par une usine au sens classique du terme, c'est fabriqué par une cellule-usine. Donc, une cellule, c'est un organisme vivant
Et donc, voilà, au même titre que n'importe quel organisme vivant, la cellule, toutes les cellules ne se comportent pas de manière identique. Donc, ça entraîne une variabilité, puisque l'usine, en fait, peut varier de manière assez subtile à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est une première cause de variabilité. Deuxième cause de variabilité, les biomédicaments sont fabriqués, donc sont des molécules qui sont très complexes. Ce sont des protéines qui font des milliers d'atomes et dont l'organisation bi- et tridimensionnelle est très complexe. Et donc, le fait qu'il y ait ce grand collier d'atomes et cette organisation dans l'espace entraîne là aussi une variabilité. Et c'est cette variabilité de la cellule et de la molécule qui vont faire que déjà d'un lot à l'autre d'un biomédicament, même Princeps, il peut y avoir des petites différences. Donc ça veut dire qu'on a des contrôles très très importants, très nombreux, très stricts dans la fabrication des biomédicaments et que pour un biosimilaire, ça va être la même chose. Et donc, avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un biosimilaire, il va falloir refaire, et c'est ça la grosse différence avec les génériques, des études précliniques. Donc, on va vérifier sur le biosimilaire que le comportement de la molécule dans l'organisme, que le comportement de la molécule vis-à-vis de sa cellule cible est le même par rapport à la molécule Princeps. On va vérifier sa toxicologie in vitro. Et puis, on va refaire les phases 1 et 3 des études cliniques. Donc, les phases 1 sur des volontaires sains. Donc, ça sert principalement à vérifier les données de toxicité éventuelle de la molécule, donc à vérifier sa tolérance. Et puis, en phase 3, à vérifier chez des patients, chez des malades, si le biosimilaire fonctionne. Donc, ça veut dire que pour commercialiser un biosimilaire, il va falloir faire des preuves de qualité physico-chimique, de sécurité, donc de tolérance et d'efficacité. Et ça se fait donc de manière où on va comparer de manière très très stricte le biosimilaire à la molécule, au biomédicament Princeps. Ça va donner lieu à une demande d'autorisation de mise sur le marché qui se fait au niveau européen pour une indication qui est représentative du biomédicament d'origine. Et c'est à l'issue de ce processus qui est très long, qui va représenter plusieurs années, qu'on va obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un biosimilaire, donc après ces études de biosimilarité, alors que pour un générique, ça prendra en général 1 ou 2 ans pour reconstituer le dossier. Voilà, donc cette sécurité, ces messages que faisait passer le professeur Xavier Tréton. Vous voulez rajouter quelque chose, Xavier, par rapport à ça? Je viens de dire, Hélène. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par rapport à un générique, le niveau de preuve que l'efficacité est aussi bonne que le Princeps et la sécurité d'emploi d'un biosimilaire, elle a un niveau d'exigence qui est similaire à la mise en place d'un nouveau médicament. Et donc, c'est très sérieux. Ouais. À ceci, lorsque un médicament Princeps, par exemple un anti-TNF, peut être utilisé dans plusieurs maladies avec plusieurs indications, il n'est nécessaire en pratique que de valider sa similarité avec le médicament Princeps que dans une des indications. Et si on montre dans une étude bien faite de phase 3 extrêmement large que ça a la même efficacité que le Princeps pour, mettons, la polyarthrite rhumatoïde, et bien de facto, l'autorisation de l'utiliser va automatiquement être acceptée pour les autres indications, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Il n'en demeure pas moins que
là, on a été confronté à la confiance que pouvaient avoir les médecins utilisateurs de ces biosimilaires dans leurs disciplines respectives où les essais n'étaient pas réalisés. Notamment, les gastro-entérologues, ils ont eu besoin d'avoir des données, non pas d'utilisation et de similarité des biosimilaires dans la polyarthrite, mais on a commencé à les utiliser de façon confiante quand on a eu des études qui concernaient la maladie de Crohn, par exemple. Alors, justement, Xavier, il y a plusieurs internautes qui nous disent finalement, moi, en tant que membre de l'AFA, j'étais mieux informé que mon gastro-entérologue que je sentais un peu réticent. Ouais. Et qui, du coup, moi, j'ai décidé de passer au biosimilaire, alors que mon gastro-entérologue n'était pas chaud. Donc, j'ai adoré ce commentaire. J'ai vu que vous y avez répondu tout de suite. Et ça, je trouve ça formidable. C'est le dialogue en sens inverse et c'est le patient expert de sa maladie qui va donner de l'information et rassurer le gastro-entérologue. Donc ça, je trouve ça très bien et je trouve ça remarquable. Mais effectivement, maintenant, si vous voulez, en gastro-entérologie, on a l'habitude d'utiliser des biosimilaires de l'infliximab, qui était initialement, pour ceux d'entre vous qui l'ont eu, le Remicade. Et donc, c'est vrai qu'on a disposé de biosimilaires de l'infliximab depuis plus longtemps que les anti-TNF injectables et l'adalimumab. Et on a été un peu contraint par nos hôpitaux à faire la substitution parce que le marché, quand un hôpital achète des médicaments, et notamment des médicaments coûteux comme ça, les marchés étaient passés majoritairement aux biosimilaires et donc on a eu une utilisation plus précoce et en se posant un peu moins de questions aux biosimilaires de l'infliximab. Et c'est vrai que quand on l'a fait, on n'avait pas observé moins de rechutes, moins d'intolérance, plus d'allergies. Et donc ça nous a quand même beaucoup rassurés avant d'avoir les études qui ont confirmé ça par la suite et qui ont conforté le discours. Mais je pense qu'il y a eu effectivement un décalage à ce que les gastros adoptent ces biosimilaires. Professeur Tréton, j'ai une question de patiente à vous poser par rapport au point que vous venez d'évoquer concernant l'infliximab. Quand un patient donc, est sous Remicade, est-ce qu'on a averti les patients qu'on a passés sous Remsima, Inflectra ou Fixabi qu'on les faisait passer à une autre molécule, puisque finalement, ce n'est pas comme avec une sous-cutanée, ils ne s'en rendaient pas vraiment compte. Est-ce qu'ils ont été avertis et est-ce que les hôpitaux disposent encore toujours du Remicade à partir du moment où, si par exemple un patient ne voulait absolument pas du biosimilaire, est-ce qu'il y a dans l'hôpital encore du Remicade ou est-ce qu'il n'y a plus que les biosimilaires? Alors Irène, je voulais intervenir justement là-dessus auprès de Xavier Tréton. Je voulais l'interpeller dans ce même sens, puisqu'on a souvent un discours un petit peu différent entre les associations et les médecins qui sont, comme l'a dit Xavier Tréton, un petit peu coincés par leur pharmacie centrale. Alors effectivement, Xavier, je vous laisserai répondre sur comment vous informez les patients, parce que c'est avec ces biothérapies justement et les biosimilaires qu'on est revenu sur le concept de décision médicale partagée. C'est-à-dire que je donne un traitement avec l'accord de mon patient, je recueille l'accord de mon patient. Et donc, c'est vraiment ressorti là, puisqu'on a eu pas mal de, comment dire, quand les patients allaient chez Rémi, du temps où il y avait encore des agendas papier, on allait chez Rémi. Il y a le petit nom affectif du Remicade, effectivement, et il y a eu une petite révolution intellectuelle, effectivement, quand on a switché, c'est un terme barbare, pour effectivement, on a changé par un biosimilaire. Or, c'est vrai que beaucoup d'hôpitaux ont dit, écoutez, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder le principe. Or, la loi est formelle, on doit recueillir l'accord du patient pour justement être switché. Donc, si le patient veut rester au princeps, il peut rester et il doit rester.
Alors, il y a quelques petits litiges dans les hôpitaux entre la fac qui intervient, etc., où vous devez avoir un petit stock de Rémicade. Mais théoriquement, donc le principe, si le patient ne veut pas, voilà, il faut recueillir l'accord du patient. Alors, c'est vrai que globalement, on est tous convaincus des effets, etc. Vous avez passé les messages, donc j'y reviens pas. Et on incite, parce qu'il y a une incitation économique aussi, surtout dans la période où il faut faire des économies tous azimuts. Si on a les mêmes effets pour des biosimilaires qui coûtent 30-40% moins cher, c'est clair qu'il faut y aller. C'est civique, mais il faut être vraiment persuadé dans sa tête. Alors du coup, quelle information, Xavier Tréton, et quel combat avec des patients qui ne veulent pas justement passer sous biosimilaire? Alors, j'allais exactement répondre la même chose à la question d'Irène Picot, c'est-à-dire que la loi, c'est que si on passe d'un princeps à un biosimilaire, il faut informer le patient et que le patient soit d'accord. Donc, nous, dans notre centre, on a encore dans la pharmacie du Rémicade de disponible et chez un patient qui serait très réticent à ce qu'on lui change son Rémicade d'origine par un biosimilaire, on continue de lui prescrire le Rémicade. Après, c'est une situation qui est minoritaire parce que peu de patients finalement ont exigé de maintenir le biosimilaire. Alors, chez nous, on a encore du Rémicade un tout petit peu dans les stocks de la pharmacie. On en commande régulièrement et on a quelques patients chez qui on a laissé le Rémicade parce qu'ils ne voulaient absolument pas changer. Et donc, c'est un choix qu'on a respecté. Ensuite, sur l'information systématique du malade qu'on switch, je pense que ça ne s'est pas fait partout de la même façon, avec des convictions ou des pratiques qui étaient assez disparates. Nous, on a fait l'information quand on a changé de marché et informé les patients, et uniquement quelques-uns, mais c'est minoritaire, hein, moins d'une dizaine sur plusieurs centaines de patients en cours de traitement, n'ont pas voulu. Donc, voilà. Mais vous avez raison, je pense que ça ne s'est pas fait pareil de la même façon partout, avec des contraintes économiques ou de pharmacie centrale et des médecins qui étaient plus ou moins réticents ou favorables. Dans certains centres, on a fait signer des papiers comme des autorisations pour tracer dans le dossier. Ce qui avait un petit côté aussi anxiogène, si on me fait signer un papier, est-ce que c'est quelque chose de grave? Donc, si c'est juste donner un papier à signer sans expliquer, je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut passer un peu de temps. Mais voilà, malheureusement, ça ne s'est pas bien fait, pas de façon harmonieuse, et je pense que ça a contribué beaucoup à la cacophonie et à créer des doutes envers ces médicaments. Tout à fait. Donc, vous devez, c'est vrai que si vous vous apercevez lors de votre injection à l'hôpital de jour que la poche est différente, etc., bon, dialoguez calmement, hein, ne vous sentez pas lésé pour autant. On y va calmement. Xavier Tréton, vous avez rappelé quand même. Question, si ça vous arrive, il n'y a pas de risque en fait. Hein. Faut pas que ça vous génère des angoisses particulières parce qu'on sait maintenant que c'est complètement substituable et qu'il n'y a pas de risque d'avoir des allergies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la période où vous étiez, où on était tous sous Rémicade, il faut savoir que la composition, le mode de fabrication du Rémicade depuis le début jusqu'à récemment a changé plusieurs fois de mode de fabrication, de cellules, de code génétique, et que ça, c'était des changements majeurs dans la composition du médicament, que personne n'en a été informé, ni les malades, ni les médecins, et que finalement, passer du Rémicade d'origine à son biosimilaire, il y a probablement moins de risques de petites déviations ou de petites modifications que chez un patient qui a reçu le Rémicade il y a 10 ans, il y a 5 ans et il y a 2 ans, puisque là, les modifications de sa structure même ont été faites sans qu'on en soit informé et heureusement, fort heureusement, il n'y a pas eu d'impact. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelqu'un qui est sous le même biosimilaire de l'adalimumab ou le même médicament Princeps, qui achète toujours la même marque, et bien, comme l'a dit tout à l'heure Irène Picot, c'est des médicaments qui sont produits par des cellules vivantes.
une fois que ces cellules vivantes sont mortes, on en utilise d'autres et donc on recrée une petite usine de fabrication à chaque fois qu'on change de cellule. Et donc, même si vous achetez la même marque, eh ben, il y a des lots différents avec des petites variations minimes qui n'ont fort heureusement pas d'impact sur l'efficacité des traitements, mais qui font que même si vous achetez la même marque, il y a des petites variations entre les lots. Et donc ça, c'est des éléments de discussion qu'il faut bien intégrer pour se rassurer sur le fait que même si on vous passe un biosimilaire et que vous en rendez compte après, ce qui est mal, hein, on ne devrait pas faire ça, mais il faut pas que vous ayez des craintes exagérées sur les conséquences, il y en a en général pas. Alors, on a Justine qui témoigne, mais souvent aussi, qui a eu même, elle avait des effets indésirables avec un princeps, et puis finalement, elle est passée sous biosimilaire, et finalement, elle a moins d'effets indésirables. Bon, c'est peut-être voilà, c'est peut-être un effet. Il peut y avoir une explication à ça, c'est que un biosimilaire peut avoir des excipients qui sont légèrement différents de la molécule d'origine, et donc, il peut y avoir des effets indésirables qui apparaissent avec une marque plutôt qu'une autre et pourquoi pas moins d'effets indésirables avec un biosimilaire qu'avec la molécule princeps. Et donc ça fait partie des choses que le patient doit observer chez lui. Et s'il a des doutes ou s'il suspecte qu'il a des effets indésirables qui sont liés à ce switch dont vient parler le professeur Tréton, interchangeabilité en français. Donc, s'il suspecte qu'il y a des effets indésirables liés à ce moment-là, eh bien, c'est important d'en discuter avec son médecin prescripteur parce que parfois, il y a plusieurs biosimilaires pour la même molécule. Donc, pourquoi pas discuter. Alors, on va y revenir, Irène, je vous coupe un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne et puis il y a quelques questions. Est-ce que justement vous avez évoqué un petit peu le jargon parce que je vois des questions qui disent oh, tiens, on m'a jamais parlé de biothérapie ou d'anti-TNF, etc. Donc il y a effectivement, vous l'avez vu dans le film, on parle des biothérapies nécessairement. Voilà, il y a je poserai aussi la question à Xavier Tréton. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez évoqué l'interchangeabilité, le switch, on a entendu parler de substitution, etc. Vous pouvez rentrer un peu Irène. Tout simplement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait une biothérapie. Bon, pour parler des médicaments, voilà, qui sont les molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont ces molécules complexes fabriquées par des cellules usines. Maintenant, on utilise plutôt le terme de biomédicaments à la place de biothérapie, mais c'est la même chose. Et donc, dans ces biomédicaments, ces biothérapies, il y a les biomédicaments originaux et les biomédicaments biosimilaires. Voilà. Donc ça, c'est en termes de vocabulaire. Et lorsque… originaux ou princeps. Originaux, princeps, voilà. Originaux, princeps. On va expliquer un autre jargon. Voilà. Tout à fait. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est le moment de le redire. Donc, voilà, biomédicaments originaux, c'est pareil que biomédicaments princeps. Biosimilaires, donc ce sont les copies. Ensuite, donc le mot switch qui est très bien, qui est plusieurs fois utilisé dans le film et sur lequel on insiste beaucoup, c'est la démarche médicale qui consiste à l'interchangeabilité, c'est-à-dire le fait que au cours d'une discussion entre le malade et son médecin, il va y avoir une proposition de changement de la molécule originale vers un biosimilaire ou d'un biosimilaire vers un autre biosimilaire. Donc ça, c'est une démarche médicale qui va aboutir au changement d'un biomédicament vers un autre, mais de la même molécule. Et pour différencier de la substitution, donc la substitution, c'est ce que le pharmacien fait lorsqu'il le médecin prescrit un médicament et que le pharmacien va délivrer son générique. Ou parfois, quand il y a des pénuries de médicaments, le pharmacien donc a l'autorisation de faire la substitution
par une molécule qui n'est pas forcément la même, mais une molécule équivalente. Et là, ça, c'est un acte pharmaceutique. Donc, voilà, faut différencier le… Et juste pour votre mari qui avait un petit problème avec le mot screening. Oui, dans le film, oui, dans le film, il y a un moment, il y a en 3 mots. Docteur Chiche, voilà, qui parle de screening. Donc, si c'est le screening, en fait, c'est le fait de tester, c'est un terme générique, mais qui est valable dans plusieurs domaines du point de vue médical, c'est quand on fait un test sur un ensemble de paramètres. Voilà, donc c'est ça, un screening, c'est un test multiple, si on peut dire. Alors justement, un des sujets qui a porté nos associations encore récemment, avec la loi de financement de la sécurité sociale, c'est justement cette substitution par le pharmacien, puisque la position des associations, c'est justement aujourd'hui de laisser la responsabilité de la prescription concernant les biosimilaires et du fait des différents dispositifs essentiellement sur les biosimilaires, enfin en tout cas dans nos maladies, dans les MICI de l'adalimumab, donc puisqu'il y a différents dispositifs médicaux qui sont proposés aujourd'hui, hein, on a 5, 6, demain il va y en avoir peut-être 7, 8 dispositifs médicaux, et tant qu'il n'y a pas de possibilité justement d'éducation, d'apprentissage de ces matériels, on n'est pas très chaud pour que le pharmacien se lance dans cette belle aventure de la substitution des biosimilaires de l'adalimumab. Donc du coup, Xavier Tréton, c'est quoi cette place? Parce que je vais vous chipoter un peu dans justement par rapport à ce que disait Irène sur certaines choses dans les dispositifs médicaux, vous banalisez un petit peu dans le film en disant oui, bon, il y en a certains qui font un petit peu mal, hein, donc, mais bon, et c'est un vrai sujet puisque les dispositifs médicaux aujourd'hui qui sont proposés dans les biosimilaires de l'adalimumab, c'est vraiment un stylo-injecteur, notamment sur les stylo-injecteurs. Vous en avez un, si vous avez l'habitude de faire un clic et que ça passe pas mal, vous passez à un qui a un double clic et quand le produit passe au premier clic, vous avez une douleur dont vous n'avez pas l'habitude, vous retirez parce que dans le geste, le stylo injecteur, ça veut dire que la totalité du produit qui n'est inoculé qu'au deuxième clic. Voilà, donc il y a quand même un apprentissage, etc. Comment vous débrouillez avec cette prescription? Comment vous faites justement avec tous ces dispositifs médicaux? Oui, c'est vrai que ça, c'est ce qui concerne vraiment les biosimilaires de l'adalimumab, parce que l'adalimumab, c'est un anti-TNF, donc c'est un biomédicament d'action puissante et qui a la particularité de s'injecter à la maison. Et donc, c'est le patient qui a l'habitude de faire son injection lui-même avec un stylo qu'il a l'habitude d'utiliser, le ressenti de l'injection qu'il a l'habitude d'avoir. Et donc, chez quelqu'un chez qui on va changer ce médicament d'origine avec le stylo ou la seringue avec lequel il est habitué, finalement, si on se dit que l'efficacité sur la maladie va être identique, l'efficacité dans le temps, puisque je vois qu'il y a des questions qui disent le médicament Princeps, il peut perdre de l'efficacité, est-ce que le biosimilaire moins? Non, c'est pareil, le biomédicament d'origine, il peut perdre de l'efficacité, 10% par an, et par patient, et le biosimilaire, ça a exactement les mêmes caractéristiques d'efficacité. Donc finalement, ce qui va changer pour le patient, puisque l'efficacité du médicament a de grandes chances d'être la même, c'est son vécu vis-à-vis du traitement, la manipulation du stylo. Comme l'a dit Madame Picot à très juste titre, ce qui peut changer, c'est effectivement les excipients, le volume, est-ce qu'il y a du citrate, est-ce qu'il y a du latex, et donc le ressenti de l'injection avec une douleur ou pas, va changer, peut changer. Et donc là, on a l'expérience, si vous voulez, quand on change et qu'on utilise ces biosimilaires, de demander aux patients ce qu'ils en ont pensé et d'avoir un peu une idée sur l'ergonomie des stylos, ce qui peut orienter notre choix de prescription. Mais maintenant, ce qu'on fait, parce que finalement, on a 5 choix, c'est qu'on a des stylos de démonstration en consultation
Et quand on propose à un patient s'il souhaite changer parce qu'il y a un intérêt évidemment économique à payer ces traitements-là moins cher, et c'est pas mal pour la sécurité sociale, et donc c'est de laisser le patient manipuler les stylos, se les apprivoiser. Ensuite, nous, on a un peu le retour d'expérience sur ceux qui font un petit peu mal ou pas, et de laisser le patient tester celui avec lequel il est le plus à l'aise. Et finalement, on fait un peu comme ça pour orienter la prescription. Et puis ensuite, il y a le retour de nos patients qui nous disent « Ah ben celui-là, il fait peut-être un petit peu mal, et donc on va peut-être un peu moins l'utiliser. » Voilà, mais effectivement, le choix, ça va être quel est l'impact sur les habitudes du patient et sur son ressenti. Et bien évidemment, on peut repasser aux médicaments princeps ensuite, hein, même s'il n'y a pas d'études qui ont montré très clairement ces schémas-là, mais si le passage à un biosimilaire est désagréable ou le patient ne le sent pas en l'utilisant, bien évidemment, on peut retourner aux médicaments princeps si c'est le choix du patient pour des questions de qualité de vie. Irène, justement, quelques paroles de patients ou réactions de patients par rapport à… il y a des questions notamment sur est-ce que on peut justement switcher d'un biosimilaire à l'autre, quelle fréquence, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pratique ou pas que vous constatez? Je pose la question à Irène et à Xavier. Alors moi, personnellement, je n'ai pas du tout de retour dans ce cadre-là, voilà, ni à titre personnel, ni à titre associatif. Donc, de switch multiples, vous voulez dire… Ouais. Mais on peut penser que demain, en cas de rupture de stock, de je ne sais trop quoi, bon, on n'a pas vécu le cas, mais est-ce que Xavier Tréton, justement, il y a des choses là-dessus? Bon, je sais que, de manière générale, on n'est pas très chaud pour le multi-switch. Les médecins ne sont pas très chauds pour le multi-switch. Oui, on l'évite principalement parce qu'il y a peu de données sur le multi-switch et on n'a pas d'études qui supportent ces attitudes-là. Après, sur un plan purement théorique, rien ne s'opposerait à le faire. En tout cas, il n'y a pas de raison pour lesquelles on prendrait des risques à le faire. Et en fait, on l'a déjà fait sur l'infliximab intraveineux à l'hôpital quand les marchés ont changé successivement. Et donc, il y a eu comme ça des patients qui ont reçu plusieurs biosimilaires de l'infliximab sans qu'on ait observé aucun préjudice. Donc, en théorie, je pense que rien ne s'opposerait à le faire, mais qu'on n'a pas de données de la littérature qui soient rassurantes s'il fallait se rassurer. Voilà. Alors, cela dit, c'est encadré du point de vue de la prescription, oui. Puisque la loi oblige à ce que le prescripteur rédige sa prescription avec le nom de la molécule et le nom du médicament qu'il prescrit. C'est-à-dire que, par exemple, s'il prescrit donc suite à l'échange qu'il a eu avec son patient et donc à cette décision médicale partagée au cours de laquelle ils auront probablement parlé justement de ces différents dispositifs d'injection, etc. Si à l'issue de cette discussion, il y a prescription de biosimilaires, le médecin doit absolument mettre le nom de la molécule, donc par exemple l'adalimumab, et le nom du biosimilaire, donc le nom commercial du biosimilaire qui va être prescrit. Donc, par exemple, dans l'adalimumab, il y a 4 biosimilaires, non 5 actuellement qui sont commercialisés. Donc là, il faudra préciser lequel c'est, ce qui veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, on change de biosimilaire, la prescription sera différente. Ça ne sera plus la même. Il y aura écrit le nom du commercial d'un autre biosimilaire. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça va être, enfin, il faut laisser, comme l'a dit Xavier Tréton, le choix aux patients en l'expliquant, les tenants, les aboutissants. À l'association, nous écoutants, on a fait des petites fiches comme ça, avec les différents dispositifs. Et puis, est-ce que ça contient du latex? Est-ce que à l'injection, ça fait mal ou pas? Etc. Donc, on est capable de répondre et les médecins sont capables de donner, en tout cas, le choix aux patients. Évidemment, alors après, il y a des questions sûrement esthétiques, etc. Je me faisais, l'autre jour, je regardais un stylo injecteur, ça me rappelait les anciens BIC, vous savez, que le ressort, etc. Bon, j'ai conseillé au laboratoire de travailler sur le design de son dispositif.
mais parce que personnellement, je pense que j'aurais eu un petit souci. Alors, on va pas répondre. Il y a plein de questions sur les changements de traitement, sur les effets indésirables avec d'autres traitements. Que c'est pas le sujet, je suis désolé, c'est pas le sujet de notre discussion ce soir. Moi, je vous encouragerais à ne pas hésiter de téléphoner à votre médecin par rapport aux changements de traitement, d'être plus explicatif, si j'ose dire. Vous avez derrière moi la nouvelle campagne de l'AFA qui dit c'est normal d'avoir des questions. Bah, posez-les à votre médecin des questions. Hein. C'est vraiment, il est là pour ça et pour vous expliquer pourquoi vous changez de traitement. Il y a plein de questions sur les risques d'infection, sur les anti-TNF. Il nous reste pas beaucoup de temps, en tout cas, sur les échecs de traitement et le changement. Il y a une question, Xavier Tréton, qui revient évidemment, qui est d'actualité. On lit pas mal de choses sur la Covid-19 et les risques ou les sur-risques. Est-ce qu'on peut faire rapidement, parce qu'il y a quand même une inquiétude là aujourd'hui qui est sur, on lit ici et là que les biothérapies finalement seraient protecteurs par rapport au risque de Covid. Est-ce que demain, la vaccination, le problème des vaccinations, le risque d'infection, hein, c'est une réalité dans les biothérapies. Est-ce que la vaccination demain de la Covid va être possible et sans risque? Est-ce que vous pouvez répondre ou vous avez des éléments de réponse? Alors, je précise que sur le site de l'AFA, vous avez tout un tas, vous avez les recommandations du JETED, qui est le groupe d'études thérapeutiques, hein, qui est la société savante consacrée à la recherche dans nos Mickey, où il y a des conseils qui sont donnés aux médecins et qui sont donnés évidemment aux patients. Donc, c'est disponible sur le site de l'AFA. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'en-tête, vous avez un gros truc qui est consacré à la Covid. Je vous encourage à y aller. Hein, donc, c'est réactualisé au fur et à mesure. Et vous pouvez en parler, dire 3 mots, Xavier? Oui, c'est un sujet chaud et c'est un sujet sur lequel les données et les connaissances évoluent de jour en jour. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il n'a pas été montré que quand on était sous un biomédicament de type anti-TNF, donc infliximab, adalimumab, Simponi, et qu'on contractait l'infection Covid-19, on avait plus de risque de faire une forme grave. Bien évidemment, si on n'a pas les autres facteurs qui concourent à faire des formes graves, c'est-à-dire être en surpoids, avoir un problème cardiovasculaire, être diabétique. Mais si on a simplement une maladie inflammatoire, qu'on est sous un anti-TNF ou d'autres biothérapies comme le Stelara, comme l'antivio, il n'a pas été montré à l'heure actuelle qu'on faisait un Covid plus sévère, avec une atteinte pulmonaire plus sévère. Il y a des arguments, mais qui ne sont pas encore scientifiquement très solides, mais pour penser que si on attrape la Covid-19 sous ce type de médicament-là, on est peut-être moins à risque d'évoluer vers une forme grave. Ce n'est pas que les biothérapies protègent du Covid, enfin de la Covid, c'est que peut-être les biothérapies empêchent d'avoir cette forte réaction du système immunitaire et d'inflammation dans le poumon qui caractérise les formes graves, qui se situent en général 7 à 8 jours après avoir attrapé le virus, quand la réaction inflammatoire s'emballe dans le poumon, abîme le poumon, et là, les patients, certains patients, vont avoir besoin d'oxygène et de réanimation. Et ça, on imagine que conceptuellement, et les données préliminaires qu'on a, sont plutôt favorables, et on pense que ce type de médicament-là bloque un peu ces réactions sévères pulmonaires. Maintenant, on vient d'avoir des données qui sont sur l'utilisation des biothérapies en association avec les immunosuppresseurs comme l'Immurel, où on a l'impression d'observer un petit peu plus de formes graves de Covid. Donc, on commence à se méfier un peu des associations avec les immunosuppresseurs classiques et les biothérapies, mais ça manque encore un peu de puissance statistique. Mais en tout cas, il ne faut pas arrêter un traitement par anti-TNF s'il contrôle bien votre maladie parce que ce virus traîne. Il faut bien respecter les gestes barrières et si vous portez bien le masque, vous respectez la distanciation, que vous vous lavez régulièrement les mains, il ne faut absolument pas arrêter vos traitements ou du moins sans avis médical. Voilà, donc ça c'est le message clé. Donc, continuer les traitements. Et je crois que voilà, le vaccin, donc il n'y a pas de raison demain, le vaccin.
Alors ça, je ne sais pas qui aura droit au vaccin. Les soignants d'abord, je pense que oui. Et sûrement les personnes aussi, très certainement. Oui, c'est ça. Et je pense que les personnes à risque aussi, mais je ne suis pas dans le sein des saints, donc je ne sais pas quelle va être la liste des personnes à risque. Probablement, les gens sous biothérapie vont avoir un accès privilégié au vaccin, j'imagine. Ouais. On n'est pas les premiers de la classe, entre guillemets. Il y aura les diabétiques, les insuffisances rénales, cardiaques, etc. Mais on y arrivera. Théoriquement, les patients atteints de maladies chroniques, de toute façon, sont dans la liste des patients qu'il faut privilégier et des Français qu'il faut privilégier en tout cas. Alors, juste pour le mot de la fin, parce que je vois on a plus que 5 minutes. Xavier Tréton, aujourd'hui, on parle effectivement d'intraveineuse, on parle évidemment d'injection, stylo-injecteur ou seringue à la maison. Et demain, le petit anti-TNF par Perros. Ah, alors, non, jusqu'à présent, les tentatives de développer les anti-TNF par voie orale, ils n'ont pas très bien fonctionné. Il y a quelques molécules qui sont peut-être un peu prometteuses, mais je sais pas. Ça, je sais pas. En tout cas, l'infliximab va exister et être disponible par voie sous-cutanée. Et voilà, et donc ce sera un infliximab par voie sous-cutanée. Le vedolizumab à la maison, possibilité de s'injecter à la maison. Exactement. Le vedolizumab antivio qui n'est pas encore un biosimilaire parce que le brevet est toujours en cours et donc pour l'instant c'est le Princeps, mais il existera aussi à la maison sans avoir besoin de venir faire les perfusions à l'hôpital. Et donc ça c'est déjà des progrès. Alors vous parlez de voie orale pour les biomédicaments et les anticorps monoclonaux, c'est difficile. Mais il y a des petites molécules qui ne sont pas des biomédicaments qui arrivent et qui, elles, sont développées par voie orale. Donc oui. Tout va vers une simplification de l'administration de ces médicaments modernes. C'est un message d'espoir. Irène Picot, est-ce que vous voulez la petite phrase de la fin? C'est un honneur. Écoutez, déjà, merci beaucoup d'avoir organisé ces échanges. C'était déjà la formation avec Marion Mathieu à tous chercheurs était très intéressante. Mais là, ça a permis à un plus grand nombre d'accéder à des informations. Et pour moi, ce qui est vraiment capital dans tout ça, c'est que les patients qui auront assisté ce soir à ces échanges ressortent avec beaucoup d'informations et qu'ils auront, si je puis dire, des billes pour discuter avec leur médecin, qu'ils seront à l'aise, ils comprendront le vocabulaire et ils comprendront les enjeux et pourquoi on leur propose un biosimilaire et ils le feront ils pourront discuter de manière parfaitement autonome et libérée avec leur médecin. Et c'est pour moi ça l'essentiel. Alors pour les adhérents… Pardon, je disais juste en 2021, on essaiera de faire d'autres sessions de formation, je vous promets. Formidable, Marion. C'était Marion Mathieu de Tous Chercheurs. Donc, pour les adhérents de l'AFPERIC, je vous conseille d'ailleurs le dernier opus de votre magazine qui traite largement sur les biosimilaires, qui est très complet d'ailleurs. Vous pouvez le montrer. Et puis, je vais regarder aussi si notre technicien peut passer la diapo. Voilà, ça c'est info. Petite pub pour l'AFPERIC pour les patients atteints de rhumatisme chronique. Et donc, merci Irène, merci Xavier. Donc, je rappelle que le lobbying de nos associations, il est essentiel dans la période parce que je pense que, vous l'avez compris, quand Xavier Tréton dit c'est important de faire des économies pour la sécurité sociale, c'est important de le faire des économies pour nos impôts aussi et pour la dette qu'on génère avec le déficit de la sécurité sociale. Parce que c'est nous qui payons, quand on paye des impôts, quand on a la chance, je dirais, de payer des impôts. Donc, le lobbying est nécessaire. Donc, l'AFA, comme beaucoup d'associations, on fait partie de lobby, si j'ose dire. Donc, par exemple, le lobby biosimilaire qui est conduit par Olivier Mariotte, qui nous permet d'aller au cœur des politiques pour leur porter les bons messages, justement, pour voter des lois qui soient favorables et qui soient toujours
qui porte la parole des patients et pas simplement l'intérêt économique, donc c'est essentiel. Et puis, pour ceux qui ont participé aux questions de l'Observatoire des biosimilaires, qui est destiné à recueillir vos avis, on aura les résultats très bientôt sur plusieurs pathologies. On a fait des interrogations comme ça sur ce que pensaient justement les patients des biosimilaires et notamment des biosimilaires délivrés par l'officine. Donc, ça sera intéressant de regarder très bientôt les résultats de cette enquête. Donc, je vous rappelle pour les adhérents de l'AFA, mais pas que, pour tout le monde, hein, vous avez Miki Connect où depuis aujourd'hui, vous avez un parcours sur les biosimilaires qui vous explique et qui rentreront dans les questions. Hein, c'est quoi, comment ça fonctionne, les biosimilaires existants et le glossaire justement de mots. Donc voilà, toutes ces questions aujourd'hui qu'on a posées finalement, vous avez des réponses très concrètes sur Miki Connect. Je vous rappelle, hein, c'est sur inscription et vous rentrez gratuitement et vous accédez à différents parcours. Donc, ce nouveau parcours sur les biosimilaires. Je vous invite évidemment à regarder le film là-dessus. Et dans les autres documents que propose l'AFA, comme la FPRIC d'ailleurs, et les autres associations qui sont concernées par les biothérapies et les biosimilaires. Donc, vous avez le film, toujours pareil, toujours le premier film, Explique-moi les biosimilaires, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez également une fiche sur les biosimilaires. Et je voulais remercier dans ce film, Explique-moi les biosimilaires, justement, donc les autres intervenants qui sont pas là. Vous avez l'honneur d'avoir Xavier Tréton et Irène Picot en direct, Marion Mathieu qu'on voit intervenir aussi en off, mais vous aviez aussi Pierre Laforgue et Laurent Chiche, donc qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont accepté gracieusement, en tout cas, de tourner, de vous apporter justement des réponses par rapport au questionnement des patients. Et donc, on ne peut rien faire sans des partenaires financiers. Et je remercie aujourd'hui justement Biogen, Fresenius Kabi, Mylan, Pfizer et Sandoz qui nous ont apporté, alors en tout cas, leur soutien dans institutionnel. Hein. Ils n'interviennent évidemment pas dans ce film, Explique-moi les biosimilaires, et sur les différents, en tout cas, outils qui sont à votre disposition. Je vous dis une bonne soirée, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, alors pour les questions, traitements, etc., il y a dans l'actualité de l'AFA très